La plupart des minéraux proviennent d'exploitations minières. Donc ce sont des anomalies géologiques. Souvent, c'est ce qu'on appelle des filons. Mais un filon, c'est quoi? Souvent, c'est une fracture, c'est un accident dans le processus géologique. Et donc, une fois qu'il y a cette fracture, des fluides, alors ça peut être des fluides de l'eau, ça peut être de la vapeur sous haute pression, vont circuler. Et bon, comme ils ont déjà circulé au travers des roches, ils vont pour ainsi dire distiller les roches et générer des nouveaux minéraux. Et ce que l'on voit finalement dans un musée, c'est plutôt tout ce qui est anormal, les événements rarissimes de la géologie. Première définition d'un cristal, c'est un minéral qui apparaît avec des parties plates, comme s'il avait été limé, taillé par un artisan, ce qu'on appelle des faces, ces faces plates, disposées géométriquement. Certaines sont à 90 degrés, d'autres à 120 degrés. Et lorsqu'on mesure les angles, c'est exactement 90 degrés, exactement 120 degrés. Donc voilà la première manifestation du cristal. Ce terme, au départ, n'a pas été utilisé pour ce que je viens de vous dire, il a été utilisé pour les minéraux qui sont dans cette vitrine, qui sont ce qu'on appelle le cristal de roche, c'est-à-dire du quartz transparent. Si on veut remonter encore plus loin dans l'étymologie, cristal a la même racine que cryogénie, c'est-à-dire cryos, le froid. Le cristal de roche, donc ce quartz incolore et transparent, ressemble à de la glace, et les philosophes grecs antiques pensaient que c'était une glace qui avait subi un froid tellement important qu'elle ne pouvait plus se retransformer en eau. Tout a commencé au XVIIe et XVIIIe siècle par les naturalistes qui, par des observations à l'œil nu, se sont rendus compte que des angles entre certaines faces des cristaux étaient constants. Romée de Lille en a déduit une loi de constance des angles. Une année après, René-Juste Haüy a émis l'hypothèse que les cristaux étaient constitués de parties insécables qu'on appelait des molécules intégrantes qui permettaient de reconstruire un cristal à l'infini. Et c'est à l'aide d'une expérience ratée, si on peut dire, qu'il a découvert ça, en faisant tomber un bout de calcite par terre. Il s'est rendu compte que la face de cassure avait exactement le même aspect que la face du cristal initial. Et c'est là il en a déduit qu'on pouvait retrouver une symétrie tout le long et à différentes échelles du cristal. Les choses s'accélèrent au XIXe siècle avec la découverte par Bravais en 1850, à l'aide d'observations et surtout de raisonnements, qu'on pouvait classer tous les cristaux dans 14 familles qu'on appelle les 14 réseaux de Bravais. Et quelques années plus tard, d'autres savants européens sont allés plus loin et ont développé ce qu'on appelle la théorie des groupes. Et cette théorie des groupes permet de définir 230 groupes de symétrie dans lequel tous les cristaux peuvent se ranger. Et ce qui est fabuleux avec cette théorie, c'est que tous les cristaux qu'on peut trouver sur Terre, mais aussi qui viennent de l'espace, se rangent dans l'un de ces groupes de symétrie. Les cristaux naturels sont partout autour de nous, que ce soit dans le sucre cristallisé ou dans ces grains de sel à la structure bien cubique. Le monde vivant n'est pas un reste. Notre squelette est composé de sels minéraux, riches en calcium, dont beaucoup sont cristallisés. Et que dire des coquillages constitués majoritairement de carbonate de calcium, une forme de calcaire, qui constituent des édifices parfaitement ordonnés. Aujourd'hui, grâce à de puissants microscopes électroniques à balayage, il est possible de s'approcher de la surface de ces objets et pour ainsi dire de voir la complexité de leur structure naturelle.
Pour aller encore plus loin et pénétrer dans la matière, il faudra attendre la découverte des rayons X, faite par Wilhelm Röntgen en 1895. Rayons invisibles et énergétiques, dont la longueur d'onde est 1000 fois plus petite que celle de la lumière bleue. Ainsi, Max von Laue, en 1912, eut l'intuition que ces puissants rayons X pourraient être diffractés par le réseau d'un cristal. En effet, après les suggestions de Haüy, les clichés de diffraction confirmèrent la structure atomique et périodique des cristaux. Dans la foulée de Max von Laue, qui obtint le prix Nobel en 1914, les Bragg, père et fils, étudièrent et révélèrent la structure de nombreux cristaux. La cristallographie moderne était née, faisant entrer le XXe siècle dans une nouvelle ère scientifique par le dévoilement de la matière. La diffraction des rayons X est un phénomène physique naturel. En simplifiant, disons que lorsqu'un faisceau lumineux, représenté ici par un rayon laser, rencontre un obstacle de très petite taille, comme le réseau de mailles d'un tulle, on constate alors que chaque maille se comporte comme une source de lumière individuelle. Toutes ces nouvelles sources de lumière vont interférer pour former ainsi sur l'écran une figure de diffraction. La géométrie de cette figure de diffraction permet de remonter à la symétrie du réseau. C'est ce même phénomène qui se produit lorsqu'un rayon X pénètre dans un cristal et se heurte au réseau périodique de ses atomes. Pour comprendre la structure des cristaux, on va utiliser en fait le phénomène de diffraction des rayons X. La longueur d'onde des rayons X est invisible à l'œil et elle est du même ordre de grandeur que la taille des atomes. Donc finalement, on retrouve ici le même principe que ce qu'on avait utilisé avec le laser, c'est-à-dire une longueur d'onde proche des dimensions de la trame. Le cube rouge représente ici un cristal unique, donc un cristal issu de la poudre que l'on vient d'analyser avec le diffractomètre. Donc le rayon X arrive sur le cristal par ici et le rayon qui ressort est donc un rayon diffracté. Il a été diffracté par un plan atomique et les tâches qui sont donc ici reçues par le détecteur, historiquement une plaque photosensible, correspondent donc au même plan atomique. Par rotation donc, du cristal ici, avec différents axes de rotation, on va pouvoir obtenir finalement l'ensemble des plans atomiques qui diffractent pour ce cristal. Il est important d'avoir connaissance de la structure du matériau. Pour ce faire, on met en œuvre les techniques de la diffraction des rayons X sur poudre qui permettent justement d'accéder à la structure interne du matériau au niveau atomique, de l'agencement des différents cations au sein de la structure de l'oxyde de manganèse. On a différents pics qui correspondent à la même structure, à la même phase Mn3O4. Et en fait, un pic donné correspond en fait à la diffraction d'un plan d'atomes bien particulier. On peut prendre l'exemple de ce pic 200 qui correspond en fait au plan qui coupe le parallélépipède à la moitié ici. Et ce plan va bien sûr se répéter dans les mailles atomiques voisines. On sait qu'il existe une relation intime entre la structure du matériau et les propriétés qu'on peut en attendre. On peut ajouter que ça permet d'identifier le produit qui a été obtenu puisque chaque produit a sa propre empreinte digitale en diffraction des rayons X. Et également, c'est une technique qui permet de remonter à la taille des particules quand celles-ci sont petites. Donc pour des nanoparticules, c'est particulièrement intéressant pour remonter à la taille des particules. Un cristal, c'est un empilement dans 3 directions de l'espace de petites unités qu'on appelle des mailles cristallines, qui sont des petits parallépipèdes de différentes formes géométriques, qui contiennent des atomes ou des molécules. Donc la cristallographie, c'est une science qui permet de comprendre comment sont arrangés les atomes dans les matériaux pour expliquer les propriétés qu'ont ces matériaux. Si le temps a fait son œuvre pour former lentement des cristaux naturels, voyons comment les chercheurs élaborent de nouveaux cristaux pour de nouveaux matériaux à partir d'une discipline, la cristallographie.
En fait, moi, je me définirais comme un minéralogiste ou comme un physicien des matériaux naturels. Et ce qui va m'intéresser, dans un premier temps, c'est l'étude des propriétés physico-chimiques des laves, des magmas, par exemple. Quand on part des entrailles de la Terre, quand on part du noyau et que l'on remonte vers la surface, on va rencontrer toute une série de matériaux à haute température, à haute pression. Ces matériaux, au cours de leur remontée, vont changer d'état parce que la température et la pression vont petit à petit diminuer. Ces laves correspondent à un mélange de cristaux, de bulles et de liquides. Donc on va retrouver là, en gros, déjà les trois principaux états de la matière, à savoir le solide, cristallin, les liquides et les gaz. Ce magma qui remonte va évoluer de différentes façons. S'il refroidit très rapidement, on va pouvoir par exemple avoir un verre ou un amorphe, c'est-à-dire un état qui est désordonné, dans lequel les atomes ne sont pas alignés de façon périodique, comme c'est le cas dans un cristal. Au contraire, si la lave volcanique, le magma, refroidit très lentement, on va pouvoir avoir une structure cristalline et donc des minéraux de différentes compositions dans ce magma. On pourrait schématiser une lave volcanique par du sucre et son équivalent qui est le caramel. On le fait chauffer un petit peu et on va le fondre. On est passé d'un système qui était cristallisé, sucre cristallin, à un état fondu. Et quand on va refroidir ce sucre qui est fondu, on va obtenir du caramel. Le caramel, c'est du verre. Ça représente la même chose par rapport au sucre cristallin que du verre à vitre par rapport à un mélange de quartz, de calcite et de soude. Lorsque l'on est à haute température, dans un liquide silicaté ou dans un magma par exemple, les atomes vont pouvoir bouger les uns par rapport aux autres. Au cours du refroidissement, ces atomes-là vont petit à petit aller se mettre dans ce que l'on va appeler leur position cristallochimique, qui vont correspondre à des positions stables que l'on va retrouver par la suite dans le cristal qui se sera formé dans la nature par exemple. Dans le cas du laboratoire, on est obligé de développer des outils spécifiques pour faire nos études. En particulier, ce microfour qui a été inventé il y a presque 30 ans de ça par un collègue américain, qui nous permet de chauffer des toutes petites quantités de matière. De l'ordre de 500 microns à 1 mm, on est sur moins d'1 gramme de matière. On peut voir à l'intérieur un liquide qui vient à bouger. C'est la partie transparente. La partie extérieure, c'est un fil de platine qui permet de tenir ce liquide et on chauffe par effet Joule en faisant simplement passer un courant électrique. On voit dans ce liquide des bulles qui viennent à bouger. Donc ça nous montre bien que l'on est dans un état liquide. On va refroidir notre système et ce que l'on voit clairement, c'est les petits cristallites qui vont apparaître. C'est les premiers nucléus ou les premiers cœurs de cristaux qui vont se former dans notre liquide en cours de cristallisation. Cristallisation qui peut se décomposer en deux états, un premier état qui est la nucléation et après la croissance cristalline. Ce que l'on observe au final dans une vitrocéramique ou dans une roche, c'est des cristaux qui sont partis d'un petit germe et qui se sont développés. En faisant passer à l'intérieur du microfour un faisceau laser, faisceau X, on va pouvoir analyser l'état de la matière, aussi bien dans l'état liquide que dans l'état cristallin ou dans l'état en cours de cristallisation, c'est-à-dire le moment où les atomes vont bouger les uns par rapport aux autres pour aller se remettre dans leur position cristallographique. Donc le but de mes études, c'est de regarder, d'étudier la structure des matériaux à haute température, haute pression parfois, et d'avoir une idée de la structure du matériau directement que je peux connecter à des propriétés telles que la viscosité. La viscosité va être un paramètre fondamental pour l'étude des volcans et du type d'éruption, mais également pour fabriquer un verre. Lorsque vous voulez fabriquer une bouteille, lorsque vous voulez souffler une bouteille, couler une vitre ou fabriquer une plaque de cuisson, la viscosité est le paramètre clé dans tous ces procédés. Alors la cristallographie, c'est tout ce qui va tourner autour du cristal
Et le cristal, pour le chimiste, c'est l'organisation ultime de la matière. C'est-à-dire quand on arrive à ordonner tous les atomes ou toutes les molécules ou tous les ions qui vont constituer cette matière-là, et on va avoir un objet qui va avoir une symétrie, une périodicité dans l'espace, et charge aux chimistes et aux physiciens derrière, voire aux biologistes, de mettre à profit cette symétrie et cet ordre pour développer des propriétés physico-chimiques vers des applications. Donc c'est vraiment la notion d'ordre et de symétrie. Voilà, c'est ça. La cristallographie, c'est l'étude de l'ordre et de la symétrie de la matière. Eh bien, la chimie est une science qui s'intéresse à la composition, le comportement et la transformation de la matière. Ici, donc, dans l'équipe, nous nous intéressons plus particulièrement à l'état solide, qui est un des 3 états de la matière. Donc, à côté de l'état liquide et de l'état gazeux, on pourrait donner un exemple qui est celui de l'eau, hein, avec l'état solide, la glace, l'état liquide que tout le monde connaît, et puis l'état gazeux. Donc nous nous intéressons à l'état solide et plus particulièrement à l'élaboration de solides cristallisés par des méthodes de chimie douce, donc à partir de précurseurs moléculaires. Donc solides cristallisés parce que ces solides vont présenter des propriétés très intéressantes pour différentes applications, que ce soit le magnétisme ou la catalyse par exemple, ou les propriétés optiques. Et donc à ce titre, Laurette, tu prépares des particules d'oxyde de manganèse, de structure osmolite. Donc on dissout des sels en solution, du manganèse 2, de l'acétate de manganèse 2+. En chauffant, on va d'abord l'oxyder, donc il va y avoir un changement de couleur de l'incolore jusqu'au marron, et une réaction avec l'eau qui permet de former l'oxyde de manganèse, Mn3O4, donc en formant des liaisons ioniques entre le manganèse et l'oxygène. Donc à la fin, on obtient des particules qu'on va centrifuger pour séparer le solvant des particules et obtenir à la fin une poudre qu'on va pouvoir utiliser pour différentes applications. Les particules obtenues peuvent servir de pigments, elles peuvent servir d'agent de contraste pour l'IRM ou encore en catalyse pour la décomposition de polluants organiques. Donc c'est pour ça que nous les testons au laboratoire. On peut zoomer sur l'image. Ok. On voit bien les plans cristallographiques de l'atome, elles sont bien cristallisées. C'est sans doute une image directe, on voit chacune des colonnes. L'avantage du SuperTEM par rapport à tous ces instruments, c'est qu'on peut réaliser des images et donc avoir une visualisation directe des atomes, ce qui n'est pas possible avec les expériences de diffraction par les rayons X qui ne permettent pas de faire de l'imagerie. Les grandissements que l'on obtient peuvent aller jusqu'à plusieurs millions de fois, et donc cet instrument permet vraiment d'aller visualiser les cristaux au cœur de la matière, d'avoir une image directe de l'arrangement périodique des atomes dans ces cristaux. On peut classer les cristaux en différents types selon le type de liaison. Donc il y a les cristaux ioniques, ce sont les oxydes qu'on a déjà vus. Ça peut être aussi le sel de cuisine, NaCl. On a les cristaux métalliques avec une liaison métallique, c'est le cas de l'or, du cobalt, etc. Ensuite, on a les cristaux covalents. Donc c'est l'exemple du diamant ou du graphite, donc deux structures différentes, ce qui donne des propriétés complètement différentes, puisque le graphite c'est plutôt friable alors que le diamant c'est extrêmement dur. Et les cristaux moléculaires, donc l'exemple typique c'est la glace. Donc le cristal est constitué de molécules d'eau qui vont être liées entre elles par des liaisons faibles, du type notamment liaison hydrogène. Comment expliquer la cristallisation? Lors de la formation du cristaux, on peut observer une transition de phase d'un état désordonné liquide ou gazeux à un état solide bien ordonné. Ce processus peut être comparé à la construction d'un mur, d'une pyramide à l'aide de pierres imbriquées les unes dans les autres. Ici, à la place des pierres, il s'agit d'un auto-assemblage de molécules ou d'atomes grâce à des interactions spécifiques et plus ou moins fortes. Tout commence avec la formation de petits agrégats qui vont croître dans les 3 dimensions
en préservant la symétrie initiale. C'est un processus dynamique et réversible, impliquant en permanence une compétition entre la formation et la destruction de l'édifice. La réversibilité de ce processus est indispensable à la réparation des défauts générés lors de la croissance. Finalement, on ne peut qu'admirer la symétrie et la perfection d'un grand monocristal magnifique. Un tel cristal peut se former uniquement dans des conditions très favorables, avec une croissance relativement lente et régulière. La cristallisation et la recristallisation, ce sont des méthodes qui sont utilisées couramment pour isoler et purifier des produits. Et lors de ces manipulations, on isole souvent des cristaux qui sont magnifiques. Donc j'étais toujours fasciné par leur forme, leur diversité, leur transparence, leur taille. Et ceci, c'était aussi un aspect important pourquoi je me suis lancé dans ce métier. Donc en général, un cristal, c'est tridimensionnel, c'est-à-dire que ça s'organise bien dans les 3 directions de l'espace. Nous, ici, dans l'équipe, on s'intéresse un petit peu aux cristaux du futur, donc dans les nanosciences. C'est des cristaux qui sont bidimensionnels. C'est-à-dire cette fois-ci, on n'a plus qu'un seul plan d'atomes ou de molécules qui va s'assembler. On voit ça très bien ici sur ce cristal de graphène. Sa découverte a donné lieu au prix Nobel en 2010. Chacune de ces taches, c'est un seul atome de carbone. Et on voit bien qu'elles s'arrangent suivant des liaisons, en fait ici à 120 degrés, qui à la fin forment un hexagone. Et on voit que ces hexagones s'empilent les uns à côté des autres pour former à la fin un motif qu'on voit bien ici, qui est un motif qu'on appelle en nid d'abeille. Tout simplement parce que c'est exactement le motif que font les abeilles dans une ruche. Alors, pour réaliser nos cristaux de molécules, en fait, on part simplement d'une poudre de molécules qu'on achète ou qui est fournie par des chimistes, et on la met sous vide et on la chauffe. À partir du moment où on chauffe cette poudre, elle va s'évaporer, et donc on va avoir une vapeur. Donc ça, c'est pas du tout une phase ordonnée, et cette vapeur va venir se condenser sur une surface. Et c'est là qu'on va faire le cristal bidimensionnel à proprement parler. Alors comment se forme le cristal ? Il y a toujours une phase qu'on appelle de germination. C'est-à-dire qu'une molécule va arriver, elle va diffuser sur la surface et puis elle va chercher un endroit où elle est un petit peu mieux qu'aux autres. C'est la phase de nucléation et on le voit très bien ici. Ce cristal jaune de molécules qui a cru sur le cristal bleu, il n'a pas été n'importe où. Il a été aux endroits où il y avait des défauts dans le cristal bleu. Et à partir de ces défauts, donc qui est la nucléation, donc d'autres molécules arrivent, diffusent et font croître le cristal. Et donc on a à partir de ce germe une croissance du cristal qui, si on met assez de molécules, va s'étendre sur toute la surface et on aura donc après un très beau cristal à grande échelle de molécules sur cette surface. On peut parler d'auto-assemblage de molécules, surtout qu'ici, dans ce cas précis de cristal de molécules, les interactions entre les molécules sont assez faibles. C'est souvent quand les interactions sont faibles qu'on parle d'auto-assemblage. Ici, les forces qui permettent de former ce cristal et de le lier, c'est des forces assez faibles qu'on appelle les liaisons hydrogènes. C'est-à-dire qu'on ne forme pas vraiment des liaisons chimiques covalentes, mais c'est des petits dipôles électrostatiques qui s'attirent les uns les autres et qui lient ces molécules les unes aux autres pour former un réseau dont ici la symétrie va dépendre de la forme exacte de la molécule et où se trouvent ces fameuses liaisons hydrogènes dans le réseau. Ici on voit un réseau qui n'est pas complètement carré, mais qui est presque carré de ces molécules. C'est cette approche des cristaux bidimensionnels qui est intéressante, qui nous permettrait par exemple de faire des millefeuilles avec un cristal bidimensionnel qui a certaines propriétés,
Et puis par-dessus, on pourrait rajouter un autre cristal qui a d'autres propriétés, éventuellement encore un autre qui a d'autres propriétés. Et donc on garderait le meilleur de chaque cristal pour faire un peu les matériaux du futur et avoir des propriétés extrêmement performantes. Alors, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est de travailler par exemple sur un cristal bidimensionnel de porphyrine. Donc sur cette image ici, c'est le bleu clair, qui est déposé sur un cristal bidimensionnel de carbone, donc ce fameux graphène. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le graphène a des propriétés de conduction tout à fait exceptionnelles. Et la porphyrine, c'est la molécule qu'on retrouve dans la chlorophylle, donc qu'utilisent les plantes pour transformer de la lumière, c'est-à-dire des photons, en énergie chimique. Et donc ici, on veut utiliser ce cristal pour absorber les photons, la transformer en énergie, et ensuite, via le cristal de graphène, le transformer en électricité pour produire de l'électricité. Donc on peut imaginer qu'à terme, ce genre de métamatériaux, comme on dit, puisse, par exemple, faire des panneaux photovoltaïques. Donc quand on réalise ces millefeuilles avec différents cristaux bidimensionnels, nous, avec notre microscope à effet tunnel, on peut observer essentiellement le dernier plan du millefeuille. Alors c'est très intéressant, ça permet d'avoir des informations à l'échelle de la molécule unique, mais parfois on est intéressé aussi de savoir ce qui se passe à l'intérieur du millefeuille. Alors pour ça, il faut développer un peu d'autres techniques, et typiquement des techniques de synchrotron, donc qui sont des sources de rayons X ultra lumineuses. Et donc on va sur des lignes de synchrotron, donc pour faire de la diffraction de rayons X, on revient un peu à l'essence même de la cristallographie, mais dans des géométries un petit peu particulières où les rayons X vont taper l'échantillon en incidence rasante. Donc ils vont très peu pénétrer dans la matière, ils vont être sensibles vraiment à quelques couches atomiques, mais pas seulement le dernier plan. Ils vont pouvoir pénétrer un petit peu et donc sonder la matière et ces différents plans atomiques du millefeuille. Et en étudiant l'intensité diffractée par ces rayons X, on va pouvoir remonter à tous les paramètres cristallins de ce millefeuille. L'un des nouveaux challenges de la science des matériaux de nos jours, c'est de développer des techniques qui permettent de sonder les propriétés des matériaux directement dans leur milieu d'application. Et en ce sens, la microscopie que l'on appelle la microscopie environnementale offre un nouvel élan à la cristallographie parce qu'elle permet de sonder la structure des nanomatériaux plongés dans une solution liquide, elle-même encapsulée entre deux membranes de nitrure de silicium. On peut ainsi observer la dynamique des nano-objets en solution liquide, comme ici, la croissance de petites nanoparticules d'or de quelques dizaines de nanomètres vers une forme hexagonale. Et d'un point de vue de la cristallographie, ce qui est important, c'est la croissance des différentes facettes, et c'est ce qui passionne tous les cristallographes. Aujourd'hui, on envisage de nombreuses applications des nanomatériaux, notamment dans le domaine biomédical. Mais si on a l'intention d'injecter des nanomatériaux dans le corps d'un patient, il faut se poser une question essentielle, qu'est-ce que devient ce matériau dans l'organisme ? Pour répondre à cette question, on peut avoir le point de vue des médecins, qui consiste à observer l'influence des nanomatériaux sur vos fonctions biologiques. En revanche, on peut aussi avoir le point de vue science des matériaux, qui consiste à observer l'influence du milieu biologique sur les nanomatériaux. Ce que nous avons fait ici, nous avons injecté des nanoparticules d'oxyde de fer à des rongeurs et nous avons suivi l'évolution des propriétés structurales des nanomatériaux in vivo au cours du temps dans des cellules, comme vous pouvez le voir ici. Ce que l'on observe, ce qui est très intéressant, c'est que la structure des nanoparticules au sein de ce lysosome intracellulaire est dégradée par le milieu lysosomal. Et une question qui est très importante, c'est que devient tout ce fer dans l'organisme ? Ce que l'on a observé, c'est qu'on observait à proximité des nanoparticules injectées des cristaux de ferritine, qui est une protéine de stockage impliquée dans le métabolisme du fer dans l'organisme. Et ça, c'est une réponse très importante, parce que l'on voit que les nanoparticules injectées sont prises en compte par le métabolisme du fer dans l'organisme, ce qui explique pourquoi les médecins ne voient pas d'influence sur les fonctions biologiques lorsque l'on injecte à petite dose ce type de nanoparticules d'oxyde de fer. L'une des réponses essentielles apportées par la cristallographie
c'est que l'on peut différencier la structure atomique des nanoparticules d'oxyde de fer injectées à celle des nanocristaux de ferritine, qui laisse donc supposer que l'on a bien un transfert de l'oxyde de fer injecté vers une protéine endogène. Du réseau réciproque. Alors tu as beaucoup de chance en plus parce que ce cristal diffracte vraiment à haute résolution. Hein, tu vois, c'est au bord du détecteur. Et donc tu devrais vraiment pas avoir de problème pour résoudre la structure. Ok. Et c'est après qu'on pourra définir de quel type de réseau de Bravais le... Ouais, voilà, exactement. Donc ce sera à partir ici des spots intenses, des tâches qui sont très intenses que tu vas devoir définir, les paramètres de maille, mais aussi le groupe d'espace. Okay. Alors l'histoire de la cristallographie en biologie a débuté en 1951 avec les clichés de diffraction de Rosalind Franklin obtenus sur des fibres d'ADN. L'ADN étant la molécule qui transmet l'information de l'hérédité. Ces fibres sont en fait des quasi-cristaux unidimensionnels et à partir des informations de diffraction dans un rayonnement X, ces fibres ont permis de reconstruire la forme et l'hélicité de l'ADN, ce qui a conduit au prix Nobel obtenu par Watson et Crick. Depuis le cliché de fibres d'ADN obtenu par Rosalind Franklin en 1951, la cristallographie biologique a énormément évolué. Elle est aujourd'hui constituant d'une discipline que l'on appelle la biologie structurale, qui vise à expliquer au travers des structures tridimensionnelles de protéines ou d'ADN les clés du vivant et cherche à reconstituer l'ensemble des mécanismes de la vie. Cette biologie structurale a conduit en 2014 à l'obtention de plus de 100 000 structures dans une banque que l'on appelle la Protein Data Bank, dont 80% ont été résolus par cristallographie. On ne dispose pas aujourd'hui des outils capables de regarder une seule molécule et on va donc chercher à les cristalliser, autrement dit à les ordonner dans un cristal dans les 3 dimensions de l'espace. Ce cristal contiendra plusieurs milliers de milliards de macromolécules, ce qui permettra en fait d'augmenter le signal. Alors, la cristallisation des macromolécules biologiques, donc protéines et ADN, est une méthode empirique, c'est-à-dire qu'il va falloir déterminer des conditions de cristallisation au hasard. Pour ce faire, au jour d'aujourd'hui, on va utiliser des robots qui permettent de cribler plusieurs centaines de conditions de cristallisation en une après-midi. L'objectif de la cristallographie est d'obtenir des informations à l'échelle de l'atome et il est donc nécessaire d'utiliser un rayonnement adapté, ce qui correspond en fait aux rayons X. L'analyse des données de diffraction va conduire par le calcul à la distribution des électrons dans le cristal, ce qui est représenté ici par cette cage représentée en bleu. Donc le cristallographe va construire atome par atome, ou plus précisément acide aminé par acide aminé, dans cette cage de densité électronique, globalement la structure. Un atome par exemple ici sont représentés en bleu, les atomes d'azote en jaune, chacun des atomes ici en jaune sont des atomes de carbone.
Une des applications de la biologie structurale sera de comprendre le mode de fonctionnement des antibiotiques qui vont cibler différentes familles de protéines. Un exemple est l'ADN gyrase qui est ciblé par les fluoroquinolones, notamment utilisés pour les infections urinaires. Donc, le mode d'action de cet antibiotique qui est la fluoroquinolone est de s'intercaler entre deux plateaux de base d'ADN qui se retrouvent effectivement coupés et qui ne peut plus se refermer. L'ADN étant ainsi coupé en petits morceaux va conduire à la mort des bactéries. Aujourd'hui, les cristallographes, pour obtenir leur cliché de diffraction, utilisent des rayonnements très puissants qui sont ceux obtenus sur synchrotrons. Et demain, on utilisera des rayonnements encore bien plus performants de type laser qui permettront d'obtenir des informations à partir de cristaux qui, au lieu de contenir des millions de milliards de molécules, seront infiniment petits et contiendront de l'ordre d'une dizaine de protéines. En 100 ans, la cristallographie est devenue une des clés de voûte du monde moderne. Pas moins de 23 prix Nobel ont accompagné son développement pour en faire une discipline devenue transversale dans la connaissance scientifique. Jadis étudiés pour la beauté de leur forme, les cristaux naturels sont aujourd'hui remplacés par des cristaux fabriqués par l'homme. Il s'agit le plus souvent d'assemblages de cristaux de haute technologie qui permettent de produire des fonctionnalités qui n'existent pas sur un cristal naturel. On retrouve ces cristaux synthétiques dans notre vie de tous les jours, dans les objets du quotidien qui sont devenus de véritables concentrés de haute technologie. Ces cristaux synthétiques, comme leurs homologues naturels, obéissent bien sûr aux mêmes lois de symétrie. Pour permettre aux nouvelles générations d'imaginer les matériaux du futur, la cristallographie est enseignée dès les premières années à l'université, ce qui permet de sensibiliser les étudiants à cette discipline fondamentale pour le développement de la société moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui.